Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire du Réseau national Gynepsy, où nous allons aborder la périnatalité et les maladies rares du neurodéveloppement. On va s'intéresser à ce sujet parce que la période périnatale, c'est vraiment une période charnière pour la vie, hein, pour toutes les personnes, pour les futurs parents. Et c'est un moment qui est particulièrement clé à accompagner quand les futurs parents vont accueillir un enfant avec une maladie rare du neurodéveloppement. Donc pour nous en dire plus sur ce sujet aujourd'hui, nous accueillons Dr Raphaël Motolez, qui est pédopsychiatre au CRMR Génopsy à Dijon, et Estelle, qui est maman concernée par la maladie rare. Donc avant de leur donner la parole, je vous reprécise un peu l'organisation du webinaire. Vous allez assister à un échange entre nos deux intervenantes qui va durer 20 minutes. Ensuite, on aura un échange avec vous où elles pourront prendre vos questions. Pendant la présentation, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat qui s'affiche en bas de l'écran, mais merci de bien vouloir garder vos micros coupés. Et enfin, si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse à l'écran, sachez que ce webinaire est enregistré et sera rediffusé. Donc, il faudra couper votre caméra si vous ne voulez pas que votre image soit diffusée. Sans plus tarder, Raphaël, Estelle, c'est à vous. Merci Pauline pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc déjà avant de démarrer la présentation, peut-être on va se présenter. Donc moi je suis le docteur Raphaël Motolez. Effectivement, je suis pédopsychiatre sur le CRMR Génopsy Dijon, mais je travaille aussi en périnatalité sur la maternité du CHU. Et donc je suis très contente de vous parler de cette thématique qui me tient à cœur, qui est importante pour toutes les familles, les futurs parents et les enfants, porteurs ou non de maladies rares du développement. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée d'Estelle qui est à la fois qui est concernée par cette thématique. Je vais lui laisser se présenter avant qu'on démarre. Bonjour, je m'appelle Estelle, je suis maman de deux enfants, une grande fille de 10 ans qui s'appelle Ellie et un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Saul, qui est lui porteur d'une maladie rare qui provoque des troubles du neurodéveloppement. Donc, on a choisi de faire vraiment et de construire cette intervention à deux voix, un peu comme un dialogue pour que le témoignage d'Estelle puisse venir illustrer peut-être un peu plus des choses plus théoriques. Alors, c'est un vaste sujet. On a essayé de se concentrer sur certains points clés. On pourra certainement peut-être pas tout aborder, mais vous pourrez en tout cas nous poser les questions par la suite. Très bien. Alors d'abord, pour commencer, quelques mots sur l'importance de la période périnatale. C'est une période qui est très importante pour toutes les futures mamans, les papas également, pour la santé maternelle, mais également le développement de l'enfant et le développement fœtal. Vous avez certainement entendu parler du rapport des 1000 premiers jours, parce qu'on sait que maintenant que cette période, qui démarre d'ailleurs dès la grossesse, est fondamentale pour le développement de l'enfant. Vous voyez qu'il y a 200 000 connexions neuronales par minute. C'est extrêmement important. Et puis, ça va avoir un rôle aussi déterminant pour tout ce qui va être le développement de l'enfant et de l'adulte qui va devenir, avec beaucoup moins d'hospitalisation au décours de la vie si cette période se construit le plus correctement possible. D'où l'importance de s'y intéresser. On sait que sur cette période, les mamans sont sujets à beaucoup de points de vigilance, notamment avec beaucoup de recommandations sur le tabac, l'alcool, la toxoplasmose, le diabète, plein de choses auxquelles les mamans doivent faire attention. Mais on sait maintenant aussi que le milieu maternel de la maman, par exemple s'il y a des états de stress chronique, peuvent influencer le développement du bébé. C'est aussi une période importante où la future maman va se préparer à accueillir son bébé. Je vous donne quelques chiffres sur l'épidémiologie des pathologies maternelles périnatales parce qu'ils sont des fois peu connus et sous-estimés. On connaît principalement la dépression du postpartum qui touche 10 à 15% des jeunes mamans, mais il y a aussi des dépressions anténatales qui peuvent atteindre 7 à 13%. L'anxiété peut être aussi très importante. On a des taux de 18% en sachant qu'on pense que c'est certainement très sous-estimé. On parle aussi maintenant beaucoup, on s'intéresse aux dépressions paternelles du postpartum. Donc, les papas peuvent être aussi concernés par un état de moins bien après la naissance du bébé. Un chiffre important, c'est que sur cette période, 5 à 14% des femmes pourraient avoir des idées suicidaires et jusqu'à 20% peuvent présenter des troubles psychiques avérés.
Et le point qui est crucial, c'est que dans 80% des cas, quand on repère ces mamans, elles n'ont pas les prises en charge adaptées. D'où l'importance de pouvoir le repérer, puisque maintenant, le dernier rapport sur les morts maternelles a montré que la première cause de décès maternel dans l'année du postpartum, c'est le suicide. Donc, des fois, on peut avoir la contre-idée un peu intuitive que d'avoir un bébé, ce sont des facteurs protecteurs. Et en fait, finalement, ce serait plutôt un facteur d'alerte. Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est vraiment un enjeu de santé publique de prendre soin de la santé psychique et périnatale des mamans. Tout d'abord, on commence par la période de la grossesse. Et quand on accompagne une maman sur cette période, c'est aussi protéger le fœtus. Prendre soin des mamans, c'est aussi prendre soin du bébé. C'est aussi une période où on amorce un petit peu les premiers liens avec son bébé et le postpartum. Il faut savoir que le bébé, dès la naissance, il peut reconnaître la voix de sa maman, distinguer le toucher sur le ventre maternel. Il sait très bien si c'est sa maman qui touche le ventre, le papa ou alors la sage-femme. Donc, c'est vraiment là que vont commencer à se préparer les premiers liens qu'on va voir sur le postpartum. Donc, forcément, tout ce qui va venir interférer avec la grossesse, que ce soit des problèmes somatiques, un diabète gestationnel, une complication, une menace d'accouchement prématuré, ou les complications de l'accouchement, un accouchement traumatique, sont des facteurs de risque aussi de déployer par la suite une dépression du postpartum. Ça, des fois, on le sait moins. Également pour l'accouchement, les parents, en tout cas, on a souvent une image un petit peu idéalisée de ce qui se passe sur la naissance et le postpartum, alors que finalement, ça peut être des moments éprouvants aussi pour les mamans, on peut avoir des sensations de perte de contrôle, de mort imminente et surtout une fatigue physique auquel les mamans, même sur un accouchement lambda, c'est normal d'être fatiguées, ne sont des fois pas forcément préparées et le vivent très mal avec beaucoup de culpabilité. Elles ont l'impression que ce sont de mauvaises mamans, alors que pas du tout, c'est bien normal d'être fatiguée. Et puis, on peut avoir aussi des vécus assez traumatiques de l'accouchement. Et quand on intervient, nous, en maternité, c'est justement d'aider la maman à retrouver de la sérénité pour qu'elle soit en capacité de s'occuper sereinement de son bébé. Et des fois, il ne faut pas grand-chose pour que ça aille mieux rapidement. C'est également pas forcément facile pour les papas, qui peuvent avoir, eux, se sentir souvent impuissants parce que généralement, s'il y a des équipes médicales qui doivent intervenir, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire, des sensations de peur, de contrôle ou de ne pas être à la hauteur. Leur présence est quand même très précieuse. Nous, c'est ce qu'on leur dit, c'est que rien que leur seule présence peut permettre de rassurer maman et bébé. Donc, on voit que c'est des périodes qui peuvent être avec des points de fragilité qu'on va faire effectivement attention à accompagner pour permettre une bonne évolution de maman, de papa et du bébé. Peut-être, Estelle, est-ce que vous pouvez nous dire pour vous comment s'était passée la grossesse? Alors, pour moi, la grossesse s'est plutôt bien déroulée jusqu'à l'échographie des 22 semaines, l'écho morpho finalement, où ils ont repéré des anomalies échographiques bébé. Et ensuite, s'en est suivi une grossesse très médicalisée avec 2 rendez-vous par mois pour faire des échographies de croissance et de contrôler un peu ce qui avait été vu à l'écho. Et puis, la grossesse en soi s'est bien passée, physiquement parlant en tout cas, mais elle a été quand même très suivie et source de stress important. Même si le stress n'était pas permanent, il y avait quand même des pics de stress avant chaque examen. Est-ce que vous aviez pu bénéficier sur cette période d'un accompagnement ou psychologique ou pas du tout? Non, pas du tout. Ça n'a pas été ni évoqué, ni proposé. Non. En tout cas, ça illustre une des situations dans lesquelles on peut être confronté sur les maladies rares. C'est une grossesse qui va être plutôt médicalisée avec une surveillance et peut-être qu'on n'avait pas forcément prévu que ça se passe comme ça, qui vient de fait, et ça c'est bien normal, entraîner une préoccupation parentale qu'on peut accompagner au besoin pour que la grossesse se déroule le plus sereinement possible. Après la naissance du bébé, on arrive sur une période qui est très importante dans le développement de l'enfant. C'est le postpartum où vont se dessiner les premières interactions précoces. Vous avez peut-être entendu parler des théories de l'attachement, c'est-à-dire que les premières interactions favorisent un attachement sécure et puis c'est comme ça que par la suite, l'enfant va pouvoir
partir explorer le monde. Bon, c'est un peu raccourci, mais ça illustre bien les choses. Lorsque ces interactions se passent de façon difficile, ça entraîne des troubles de l'attachement et ça peut être facteur de risque de pathologie psychiatrique ou psychopathologique lorsque l'enfant grandit, avec des dépressions, des troubles anxieux ou des abus de substances. Et puis là, je vous ai mis 2 images qui illustrent bien un petit peu ces 2 situations différentes. C'est-à-dire qu'on voit que la qualité d'interaction va certainement être différente lorsqu'un bébé est épuisé et puis une maman très fatiguée ou déprimée, elle va pas avoir la même disponibilité qu'une maman qui va bien avec un bébé qui est en forme. Et c'est là où on va essayer d'intervenir pour soutenir à la fois maman et bébé. On va observer le lien et c'est important de repérer les fragilités maternelles ou quand elles ont besoin de soutien. De leur dire aussi que si elles ont besoin de soutien, ce ne sont pas des mauvaises mamans, hein. Au contraire, nous, on va venir soutenir leurs compétences maternelles qu'elles ont. Ça, c'est pas nous qui les mettons en place. Mais c'est aussi important de soutenir lorsqu'il y a des bébés. Alors moi, j'avais pas mis ce même terme, mais j'ai choisi de reprendre le mot d'Estelle, qui sont dits intenses, c'est-à-dire avec des besoins très importants, qui vont peut-être beaucoup pleurer, que les parents vont avoir du mal à rassurer parce que c'est pas facile quand on prend un bébé dans les bras, quand on s'en occupe et que finalement, il n'y a rien qui apaise. Ça peut être extrêmement difficile pour les parents. Et cette figure, c'est extrait d'une étude dont je vous parlerai plus tard, elle illustre bien ça, c'est qu'à la fois quand on vient soutenir les bébés en s'assurant qu'il n'y ait pas de troubles du sommeil, de difficultés alimentaires, un diagnostic pédiatrique sous-jacent, et ben on permet aussi de soutenir l'interaction maman et bébé et aussi les parents qui vont se sentir peut-être plus compris et à même d'aider leur bébé. Et ça, c'est des choses finalement, des fois, par moment, pas tout le temps, le diagnostic génétique peut venir après des difficultés du bébé, soit des difficultés alimentaires, des pathologies somatiques, et ça va être important de ne pas les méconnaître, de faire ce diagnostic et de pouvoir aussi entendre et soutenir ses parents pour qui c'est pas facile. Mais il y a des bébés qui sont par exemple hospitalisés en pédiatrie qui peuvent tout à fait épuiser des équipes compétentes et formées. Donc, il faut bien se mettre à la place des parents. C'est des moments qui sont pas faciles. Un exemple d'une étude qui a été faite justement avec des bébés qui sont touchés par le syndrome de Prader-Willi pour vous illustrer un peu ça. C'est des bébés qui sont âgés de moins de 6 mois. Donc, les bébés qui ont un Prader-Willi sont souvent des troubles de l'alimentation, une certaine hypotonie, ce qui engendre aussi des difficultés d'engagement social. Là, c'est ce qui est noté ici. Et là, c'est le point en bleu au départ. Et des parents qui vont avoir du mal des fois à s'adapter. On va dire, c'est ce qu'on voit en bleu ici. Chez ces bébés-là, on a donné de l'ocytocine. Alors, l'ocytocine, c'est une hormone qui est connue pour l'accouchement, mais qui a aussi un rôle prosocial directement au niveau de notre cerveau. Et ce qu'ils se sont rendu compte, c'est lorsqu'ils donnent l'ocytocine à ces bébés, les bébés vont retrouver une capacité d'interaction qui va être meilleure, moins de difficultés d'alimentation. Les parents, comme les bébés vont mieux, et ben du coup, ils sont plus sensibles et plus adaptés, ils s'adaptent plus facilement à leur bébé. Et puis, il y a une réciprocité des dianes qui vont être améliorées. En parallèle, là des bébés, c'est un score où on mesure l'état de détresse du bébé, parce qu'il y a des échelles également pour mesurer comment vont les bébés. Et on voit qu'en tout cas, là, le score est diminué, ça veut dire que c'est des bébés qui vont mieux. Donc, ça vous illustre bien l'importance, et ça, je pense que c'est un point important dans le champ des maladies rares. On a des bébés qui, certainement, des fois, ne vont pas bien, de venir soutenir leurs compétences parce qu'ils en ont, ce qui permet de soutenir également les parents. Et d'ailleurs, bien souvent, quand les bébés vont mieux, les parents vont mieux aussi. Je vous ai mis aussi cette fois-ci, un petit cas clinique pour vous illustrer un peu ce qu'on peut faire en périnatalité avec des bébés qui sont touchés par des pathologies génétiques. Je vous ai mis l'histoire de la petite Maria que moi j'ai rencontrée la maman durant la grossesse. Je l'avais déjà suivie, cette maman qui est une maman formidable sur sa première grossesse pour sa première fille. C'est une maman qui est en situation irrégulière sur le territoire. Et donc, c'était pas facile pour elle d'avoir un bébé toute seule sans ses repères. La grossesse s'était bien passée pour sa première et puis le postpartum aussi. Elle a rapidement
aller vers le mieux. Et puis, elle revient pour sa deuxième grossesse. Elle est orientée par le DAN, puisqu'ils ont trouvé à l'échographie, il fait des anomalies morphologiques chez le bébé, et puis il y a un diagnostic de T21 qui a été posé. Et ça, c'est des situations que les parents confrontés à la maladie rare peuvent également vivre. C'est des diagnostics qui tombent pendant la grossesse. Encore ça. Madame, elle décide de garder son bébé. Elle l'accepte très bien. Et puis, je la revois à 6 mois. Et il y a une petite fille qui semble avoir des capacités, qui veut échanger avec nous. Et puis, la maman qui la pose quand même, qui semble fatiguée. Et on voit très clairement qu'elle commence à avoir une fragilité un peu émotionnelle, cette maman, de la fatigue. C'est un bébé qui est très investi. Et du coup, on va venir soutenir cette maman, en plus des soins de CAMS et de kiné, par une équipe de périnatalité, ce qui a permis rapidement une amélioration. Est-ce qu'Estelle, rapidement, vous pouvez nous dire comment s'est-elle passé le postpartum pour vous? Alors, après la naissance de Saul, on a eu 15 jours vraiment idylliques et ensuite les difficultés sont arrivées avec un gros reflux, des troubles alimentaires, un inconfort global. Alors, un bébé qui pleurait pas tellement, mais qui n'était jamais confortable. Et une impression de ne pas être vraiment ni reconnue ni entendue par les, par les médecins, en tout cas par les personnes qui m'entouraient, que ce soit l'entourage familial ou médical finalement. Et puis après avoir bataillé quelques mois, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement quelque chose qui l'embêtait, qui a été résolu et pris en charge vers ces 4 mois à peu près. Et Saul allait mieux et moi, c'est le moment où j'ai un peu lâché et un petit peu décompensé de fatigue et de tenir tout pendant un moment. Et là, vous avez pu être orientée vers des équipes spécialisées. Et là, du coup, j'ai rencontré l'équipe père-mère-bébé, donc l'équipe de périnatalité là où j'habite, De secteur. d'être pris en charge. Ouais. En tout cas, on voit qu'il y a cette temporalité-là, c'est que des fois, les mamans tiennent, et puis c'est un peu à distance. En tout cas, pour la dépression du postpartum, il y a 2 pics au départ, et puis à 4 mois ou 6 mois, ou souvent quand les bébés vont mieux, c'est à ce moment-là que les mamans vont moins bien. Donc, c'est important de pouvoir les orienter vers des équipes spécialisées qui peuvent rapidement aider sur ce terrain-là. Alors, quel dispositif, en fonction de là où vous habitez, vous pouvez vous reposer sur ce qu'il y a d'existant. Donc, généralement, pendant la grossesse, maintenant a été mis en place l'entretien prénatal précoce à 4 mois et sur le postpartum, l'entretien postnatal. L'idée, c'est qu'après, s'il y a une souffrance psychique ou un besoin de soutien, on peut orienter vers les psychiatres ou les équipes de périnatalité. Souvent, on s'appuie aussi pour les retours au domicile pour qu'il y ait du soutien et que les parents puissent retrouver des appuis ou simplement répondre aux questions sur les médecins traitants, les pédiatres, les équipes de PMI de CAMS et puis les TISF qu'on peut mettre en place sur des temps à domicile pour soutenir maman, par exemple si le papa va reprendre le travail. Je vous ai remis ici des liens. Donc, à l'association Maman Blues qui permet aussi de trouver sur le territoire les professionnels de périnatalité. Le 3114 qui est ce numéro de prévention du suicide qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 sur 24, ce qui vous permet d'avoir toujours quelqu'un au téléphone, même si vous n'êtes pas en crise suicidaire. Et puis, la période des 1000 jours et les plateformes LENA, ça, c'est des sites internet qui sont vraiment dédiés à la souffrance psychique périnatale. Rapidement, vous avez l'échelle de dépression postnatale d'Édimbourg. Vous la trouvez facilement sur Internet. C'est 10 items. Ça permet de dépister les épisodes de dépression postnatale. Un score supérieur à 11, ça montre un risque dépressif important. Ça ne fait pas le diagnostic, mais ça veut dire qu'il faut peut-être orienter vers un spécialiste. On a dit que c'était une étape qui avait une conséquence importante sur le développement. Comment va votre garçon maintenant? Saul va bien. La famille. Après une période quand même un peu de prise en charge et d'étayage, on a pu quand même tous un peu se poser et se découvrir différemment. On a pu, on n'avait pas trop de difficultés de lien avec Saul, c'était vraiment pas le problème, mais en tout cas une difficulté de compréhension de notre bébé parfois qui a quand même été bien plus facile à décoder ensuite. Et puis surtout, on a pu continuer les prises en charge et être soutenu tout au long du processus.
En tout cas, en conclusion, on voit bien et ça illustre bien hein, que cette période périnatale, c'est vraiment important, que ça peut concerner aussi les familles touchées par la maladie rare. C'est important de pouvoir être accompagné, donc de pouvoir aussi le repérer et y penser, parce que souvent les familles ou les mamans ne pensent même pas que ça peut exister, elles pensent simplement qu'elles ne sont pas du tout à la hauteur. Donc, il faut pouvoir leur dire qu'il y a des solutions qui existent et qu'elles ne sont pas de mauvaises mamans pour pouvoir être soutenues. Ça, c'est important. Et puis, on voit que ça permet de belles évolutions par la suite. Je crois que la conclusion, je la laisserai peut-être à Estelle. Moi, je dirais qu'en fait, c'est hyper important d'être soutenu sur la période périnatale, parce que c'est vraiment là que s'établissent les bases de l'arrivée d'un enfant et finalement de l'évolution d'une famille. On passe de 3 à 4 ou de 2 à 3, peu importe, ou même plus. Mais que le fait d'avoir été entendu à un moment, accompagné et soutenu, ça permet aussi, dans le cadre de la maladie rare, d'avoir un étayage, en tout cas de savoir que ça existe tout au long de la vie, parce que la maladie rare est tout sauf linéaire et qu'il y a aussi des allers-retours dans ce cadre-là, et d'avoir pu être accompagné dans la période périnatale permet d'avancer sereinement dans les différentes étapes déjà de la vie de son enfant et de la vie de son enfant malade. Merci en tout cas pour cette conclusion. Et puis, merci à vous pour votre attention. Merci aussi, surtout à Estelle, pour le témoignage qu'elle nous a fait aujourd'hui. Et merci beaucoup à toutes les deux. Merci Estelle, merci Raphaël pour votre présentation qui était vraiment super enrichissante. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais surtout, n'hésitez pas si vous avez une question à la noter dans le chat, voire même à ouvrir le micro, là c'est possible. Donc si jamais, faut pas hésiter à lever la main et puis on vous donnera la parole au fur et à mesure. Moi, j'ai une question. Euh, je me demandais quand on a un... Alors, juste peut-être une petite question pour l'assistance. Le DAN, est-ce que vous pouvez repréciser ce que c'est? Oui, désolé, c'est vrai que je l'ai mis en abrégé. C'est le diagnostic anténatal. Donc, c'est généralement l'équipe spécialisée qui est composée de plusieurs médecins, les obstétriciens, cardiologues, généticiens, psychiatres également, néphrologues, vers qui on oriente les dossiers compliqués lorsqu'on voit pendant la grossesse une anomalie sur le bébé ou un écart au développement standard. Donc, c'est généralement ces équipes-là qui font les examens pour poser les diagnostics et qui prennent en charge généralement lorsqu'il y a un doute ou un diagnostic de maladie rare chez un bébé. Merci beaucoup. Et du coup, quand il y a justement cette suspicion diagnostique, voire une annonce diagnostique en anténatal, est-ce que vous auriez des conseils pour ces équipes qui accompagnent pour que ça se passe au mieux cette période très difficile? Généralement, alors les équipes sont aussi maintenant formées, hein. Je pense qu'il y a vraiment un souci d'accompagner au mieux les familles lorsque les diagnostics sont posés. Simplement, chaque situation, chaque famille va vraiment être différente sur une même situation. Donc, les réactions vont être variables. Ce qui est important, parce qu'il y a les diagnostics qui sont souvent, il peut y avoir les psychologues aussi, avec les généticiens qui sont posés, c'est que quand on voit que la détresse d'accuser le coup, c'est aussi standard, mais s'il y a de l'anxiété qui reste marquée ou une grossesse qui est plus du tout investie, parce qu'il y a eu des allers-retours, à un moment une inquiétude, puis finalement la grossesse va bien. C'est là de se pouvoir orienter ou faire appel aux équipes spécialisées qui vont mettre en place un suivi en fonction de la situation. Et des fois, rien qu'un petit peu, ça permet aux parents de passer un cap difficile. Donc, il ne faut pas hésiter à chercher les équipes de périnatalité qui peuvent être accessibles en fonction des sites. Super, Et merci. soutenir les annonces, en tout cas. Ouais, donc cherchez vraiment l'accompagnement, voilà. Spécialisées où nous, on va prendre les équipes souvent pour les annonces diagnostiques, elles vont faire le diag, elles vont revoir, mais elles ne sont pas forcément équipées pour donner un suivi spécifique. Et d'ailleurs, en tout cas à Dijon, moi je travaille bien avec mes collègues de génétique et de pédiatrie. S'il y a des situations qui sont compliquées, ben moi souvent je vais venir accompagner, recevoir les parents pendant la grossesse, accompagner la fin de grossesse ou l'arrivée du bébé, en plus de mes collègues. Des fois, il faut un petit soutien supplémentaire.
Nous avons Jamila dans le chat qui nous partage une question. Jamila, son fils a un syndrome de Williams-Burren et elle nous écrit que pendant sa grossesse, elle a perdu sa maman. Et que c'est une idée lancinante qui reste, c'est le fait, est-ce qu'il y a eu un lien entre ce stress du deuil et le syndrome génétique? Alors, c'est une question effectivement qu'on comprend que les parents peuvent se poser. Alors, il n'y a pas forcément, je pense, de lien entre la pathologie effectivement génétique trouvée et cet événement difficile qu'a traversé Jamila. Ça, c'est vraiment pas simple. Par contre, en revanche, c'est sûr que ça fait vivre des sentiments pendant la grossesse qui sont très difficiles, puisque à la fois il y a la joie d'être enceinte, et puis à la fois, on vient de perdre quelqu'un, donc on est également très triste et on peut s'autoriser presque à rien du tout pour les mamans. Après, chaque personne le vit difficilement. Je peux pas être contente parce que j'ai perdu quelqu'un et en même temps, je peux pas pleurer quelqu'un parce que j'ai mon bébé qui arrive. Donc, c'est des situations qui sont très dures et les mamans sont souvent très culpabilisées de ça, avec justement, est-ce que j'ai eu la bonne attitude? Est-ce que ça a entraîné quelque chose pour le bébé? Alors, les émotions, ça fait aussi partie de la vie et ça, on peut l'expliquer certainement au bébé. Mais quand il y a effectivement des diagnostics, d'ailleurs, Jamila n'est certainement pas la seule à se poser la question, est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose pendant la grossesse pour que mon bébé ait ça? Et souvent, la réponse, c'est non. C'est-à-dire que malheureusement, on n'a pas pu le prévoir en amont, mais c'est pas ce que la maman a fait ou ce que le parent a fait qui entraîne cette pathologie. Mais ça illustre bien que les mamans peuvent être dans ces questionnements-là et ça, il faut pouvoir qu'il y ait des espaces où ça puisse être déposé pour être repris, rassuré et accompagner ces moments difficiles. Merci Je ne sais beaucoup. pas si j'ai répondu. Eh ben, écoutez, Jamila, si jamais dans le chat vous voulez ou pas de souci, répondre à Raphaël. Et si jamais il y a d'autres questions aussi, n'hésitez pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, donc je continue avec mes questions. Parce que justement, pour rebondir un petit peu sur la question de Jamila, nous, c'est vrai que quand on a, enfin, je pense aussi du point de vue du généticien, quand il y a un diagnostic de maladie rare, donc un diagnostic génétique de posé, on sait que c'est biologique. Voilà, il y a eu quelque chose dans l'ADN qui est parti. Et ça, quelque part, souvent on se dit, ça va déculpabiliser, ça va participer de ça. Quel est votre avis là-dessus? Alors, je pense que. Alors, je vais donner mon avis. Peut-être Estelle, tu auras un autre avis. C'est-à-dire que c'est pas forcément. Ça dépend vraiment des familles et des situations. La question du syndrome génétique, alors il y a le syndrome qui peut être de novo, et du coup, bah, c'est effectivement quelque chose nouveau, donc c'est pas ni papa ni maman. Et à la fois, ça peut être transmis. La transmission vient quand même souvent questionner les parents sur est-ce que j'aurais dû faire, c'est de ma faute, et ça, c'est des choses qu'on peut accompagner. Et souvent, dans tous les cas, c'est des choses qui sont difficiles à vivre pour les couples, papa ou maman. Et les mamans, sur cette période-là, quoi qu'elles fassent, elles peuvent être dans la culpabilité. Et c'est le ressenti des familles. Donc, nous, notre rôle, justement, des fois, ça va être juste d'accueillir leur ressenti. Et je ne fais pas le travail du généticien, je ne vais pas contredire et je ne vais pas leur dire, mais enfin, vous avez vu mon collègue, il vous a dit que ce n'était pas de votre faute. Ça, je ne le discute pas, mais par contre, de pouvoir amener ses parents à se détacher et peut-être à mieux accepter pour que la culpabilité diminue, ça, c'est important. Et ça dépend vraiment des familles. Mais effectivement, si c'est des nouveaux, oui, mais par contre, si c'est transmis, ça peut entraîner de la culpabilité chez les parents. Après, chacun est variable, donc je ne sais pas comment ça a été plus. Si toi, tu voulais Alors, ajouter quelque nous, chose. on l'a appris, il était déjà plus grand, il avait déjà 2 ans et demi, donc on était vraiment sorti. Enfin, on a eu le nom de la maladie plus tard. Mais et c'était des novos, donc c'est vrai que il y a la culpabilité d'avoir potentiellement, enfin, on n'avait pas cette culpabilité d'avoir potentiellement transmis quelque chose à notre enfant, mais qu'il y a eu un loupé. On nous a dit clairement que c'était à la première division cellulaire qu'il y avait eu un raté et qu'il y a eu une microdélétion, quoi. Enfin, il manque un bout de chromosome, donc c'était vraiment la première division. Après, ça n'empêche pas complètement non plus la culpabilité que ce soit des novos, parce que ben, c'est quand même notre enfant, c'est nous qui l'avons désiré et conçu, et que ben, à un moment, il y a un truc qui a foiré. Et ça, je pense, c'est un témoignage à retenir parce que c'est souvent ce que les patients peuvent se représenter qui va être un peu différent de ce qu'on pense, nous, ce qu'on va apporter.
Et c'est ça qu'il faut pouvoir entendre et accompagner. Donc, ça va être notre travail. Ouais. C'est hyper intéressant parce que du coup, ça met vraiment en exergue l'absolu de l'accompagnement, en fait. Sans préjuger voilà, de mécanismes ou d'une certaine sévérité ou vraiment d'avoir un espace pour parler euh, qui est vraiment très, très important. On n'a toujours pas de nouvelles questions. Si jamais Raphaël, Estelle, il y avait des points que vous souhaitiez aborder, vous n'avez pas eu le temps, n'hésitez pas. Sinon, moi, j'ai des questions. Bah, vas-y. Parce Bon, que ça, on est plus neutre que nous, donc ça peut être plus des choses souvent, qu'on aurait. ok, souvent, c'est un moment comme difficile, le diagnostic, l'association à la maladie rare ou d'autres, même sans diagnostic de difficulté du bébé. Et ça peut amener à des séparations parentales, donc des séparations du couple. Et ça, c'est une question en périnatalité où c'est particulièrement fragile. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent accompagner ça en pratico-pratique pour éviter peut-être des séparations ou l'accompagner mieux? Bah, alors c'est une question, hein, le couple est mis à l'épreuve de fait, même en absence de maladie rare et de diagnostic. Et des fois, on peut voir des séparations, même pendant la grossesse ou après la grossesse, en dehors de ces contextes spécifiques. Donc forcément, quand il y a une pathologie, bah, ça peut venir aussi ébranler le couple et papa et maman dans de différentes manières. Et d'ailleurs, de façon générale, les papas et les mamans n'ont pas les mêmes vécus temporels pendant la grossesse et le postpartum. Réagir, Estelle. Et c'est ça aussi des fois qui peut faire peut-être friction dans le couple, les réactions qui sont pas les mêmes, qui sont pas attendues, mais des fois c'est aussi ce qui permet d'avancer. C'est-à-dire si maman est très angoissée et que le papa est plus tranquille, nous on va dire bon bah ça nous permet de pas avoir les deux au taquet. Et là je dirais c'est aussi d'avoir peut-être pouvoir solliciter les espaces ou un tiers pour essayer de verbaliser ce qui se passe, mais on n'aura pas forcément la recette. Ce qui est sûr, c'est qu'avoir un enfant avec un handicap ou une maladie rare déjà sur le postpartum, qui est déjà une période difficile, ça va demander beaucoup d'énergie, d'investissement, de réorganisation. Et c'est peut-être aussi, est-ce qu'on va avoir du soutien? Alors du soutien au-delà d'une écoute psychologique, hein, je pense familiale, les amis aussi, pour limiter un peu la fatigue et peut-être que le couple arrive à se réorganiser. Les équipes de périnatalité, maintenant, travaillent aussi, souvent on dit unité mère-bébé, mais maintenant, c'est très beaucoup, hein, unité père, mère, bébé, voire coparents. Et ça permet aussi de reparler de tous ces enjeux qui se passent à ce moment-là, autour du bébé, avec les parents et la place de chacun, pour permettre un accompagnement du couple, mais aussi du couple parental, c'est qu'ils deviennent aussi parents. Les places de chacun changent et c'est vrai que ça peut entraîner des difficultés, voire après une séparation. Après, nous, on n'influence pas, hein, c'est vraiment chacun qui va décider et je dirais l'idée, c'est d'accompagner, ce que je dis aux mamans ou aux parents qu'on accompagne, on accompagne dans le sens que vous voulez le plus sereinement. Il y a des couples, bah, ils ont décidé de se séparer, c'est leur choix. Ben, nous, on ne va pas dire bah non. Mais par contre, on peut faire en sorte qu'ils se trouvent en sérénité autour de leur bébé. Si c'est une séparation qu'on accompagne, on accompagne la séparation. Si c'est de rester ensemble, c'est ce qu'ils veulent, on accompagne pour qu'il y ait plus de dialogue. Merci beaucoup. Peut-être que toi, tu as quelque chose à dire? Ouais, moi j'ai eu la chance, en fait, enfin, après les 4 premiers mois qui se sont bien passés, mon entourage voyait que ben, j'allais de moins en moins bien et c'est vrai que c'était difficilement compréhensible, même par mon conjoint, puisque, puisque Saul allait mieux, donc théoriquement j'aurais dû aller mieux aussi et j'ai eu la chance d'avoir enfin, la psychiatre que j'ai vue à l'unité père-mère-bébé a fait venir mon conjoint sur un rendez-vous et il a entendu des choses, il s'est rendu compte de choses et il les a entendues et pas que par ma voix. En fait, le fait d'avoir une tierce personne qui valide aussi ces difficultés, le fait que ces 4 premiers mois ont été extrêmement intenses et m'ont coûté cher en termes d'énergie et que finalement, bah, le fait que j'aille moins bien s'entendait complètement a été beaucoup plus aidant. Enfin, ça a vraiment finalement validé ce que je vivais et les difficultés et fait comprendre aussi différemment à mon conjoint que c'était pas
qu'une histoire de fatigue, que ça s'entendait, quoi. En tout cas, des fois, c'est ce travail-là qu'il faut faire, mais comme pour tous nos patients qui sont suivis en psychiatrie, on va dire, c'est pouvoir aussi expliquer que c'est pas oh ben, n'importe quoi et que ça peut être, les difficultés peuvent être réelles et que c'est aussi des pathologies et des mécanismes qui s'installent contre lesquels les mamans ne vont pas pouvoir lutter. Moi, je leur dis, vous seriez Wonder Woman, elle s'en sortirait pas mieux que vous. Et d'expliquer un peu des fois à la famille permet qu'il y ait une certaine compréhension et puis après une adaptation aussi du fonctionnement. Des fois, c'est les papas hein, aussi qu'on accompagne hein, et dans les enfants que je suis maintenant qui sont plus grands, il y a aussi des dépressions paternelles et c'est important d'y faire aussi attention. D'ailleurs, les parents peuvent s'effondrer un peu tour à tour, c'est-à-dire que s'il y a un moment, c'est la maman qui va pas bien, bah, le papa va faire pilier. Et puis, comme il avait l'impression qu'avant, il servait à rien, là, il va tout faire partout. Donc après, il est fatigué. Et une fois que maman va mieux, bah, c'est lui qui s'écroule. Donc la santé des deux parents, prendre du temps pour eux aussi, c'est vraiment important. Et si on doit rajouter aussi quelque chose, c'est que les bébés aussi sont tout plein de compétences. Même s'il y a des diagnostics qui tombent, c'est important de les soutenir. C'est important de soutenir les parents à découvrir aussi les compétences de leur bébé parce qu'ils sont plein de surprises aussi. Ils peuvent aussi très bien évoluer malgré une pathologie diagnostiquée. Jamais rien d'écrit à l'avance. Exactement, ils sont très surprenants. Alors, j'aimerais beaucoup en apprendre plus sur les compétences des bébés. Et on a par contre une question dans le chat de Anne qui nous demande jusqu'à quel âge de l'enfant pardon, jusqu'à quel âge peut-on parler de périnatalité, âge de l'enfant? Alors là, les équipes de périnatalité, l'accompagnement peut être variable. Sur la dépression du postpartum, c'est important de le rappeler, c'est sur déjà l'année du postpartum. Donc jusqu'au 1 an de l'enfant. C'est pas parce qu'il a 1 an et que la maman va moins bien juste à ce moment-là que c'est pas une dépression du postpartum. Ensuite, sur les prises en charge, euh, généralement c'est au minimum 1 an et ça peut aller jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et après, souvent les équipes passent en petite enfance. Mais en fait, il y a vraiment un continuum. Après, ça dépend des endroits où vous êtes et de votre activité. Moi, par exemple, sur le CHU, je vais les prendre en charge de la maternité jusqu'au 1 an, mais mon rôle, moi, ça va être d'accueillir la naissance et puis de relayer après. Et mes collègues, par exemple, ils peuvent travailler jusqu'aux 3 ans. Et après, ils passent au CMP petite enfance. Merci beaucoup. Et ben justement, peut-être juste pour conclure, sur ces compétences des bébés, est-ce qu'il y a des spécificités, voilà, associées peut-être à la Plein de maladie rare? choses. Peut-être je peux remettre un diapo, ça illustrera un petit peu plus. Il y a plein de choses qu'on peut voir sur les bébés. Alors attends, parce que je ne suis pas douée sur le truc. C'est pas mon travail informatique, hein, vous l'aurez compris. Je suis plus douée sur les bébés. Déjà, si je vous mets juste pour illustrer cette diapo-là, on peut voir plein de choses et des bébés complètement différents. Donc, on voit bien que celui à gauche, et là, ils sont tout enroulés, donc ils sont très beaux. La mignonnerie, c'est vraiment une compétence du bébé. Ensuite, on va regarder le tonus. Donc, celui-là, il est très hypertonique. Donc, il est tout beau comme tout. Hein. Mais nous, quand on va regarder, on va s'inquiéter un peu plus parce que lui va avoir du mal un petit peu à s'enrouler. Et là, c'est pour vous montrer un bébé qui pleure. Un bébé qui pleure, c'est les compétences standards du bébé. Il a besoin de s'exprimer. Donc, on préfère un bébé qui pleure qu'un bébé qu'on n'entend pas. Mais quand on voit un bébé un petit peu chafouin et qui est gêné, ça veut dire peut-être qu'il faut un peu plus l'accompagner. Ça, c'est ce qu'on regarde aussi sur les postures. C'est notamment pour prévenir hein, les plagiocéphalies. Et ça, les plagiocéphalies, on y fait très attention. Les bébés avec des maladies rares peuvent y être confrontés. Et pourquoi on va mettre rapidement du kiné? C'est parce qu'après, ça va faire tout le lit des troubles de la coordination. Et là, ce bébé, il a une meilleure posture que son copain de droite. Et après, il existe des échelles pour observer les compétences du bébé. Un bébé, il est capable de s'exprimer, donc d'avoir un visage complètement expressif qui peut, à partir de 2 ans, il peut faire des sourires répondre. Et puis, dès tout petit, on va voir est-ce qu'il nous regarde ou pas. Est-ce qu'il a une activité corporelle, s'il peut s'auto-stimuler, et puis s'il vocalise. Si
Ça veut dire, est-ce qu'il peut s'exprimer? Un bébé qui pleure, on est content, ça veut dire qu'il est compétent, il sait dire quand ça va pas, il sait alerter. On peut regarder la vivacité de la réaction à la stimulation. Est-ce que c'est un bébé qui va répondre ou pas du tout? Et puis la qualité de lien et la relation. L'attractivité, c'est vraiment une compétence du bébé. Il a besoin que l'humain vienne s'occuper de lui. Donc la mignonnerie, c'est aussi l'assurance vie du bébé et des parents. Je dirais quand la nuit, il a fait pipi caca, il vous a dessus, il vous a réveillé 50 fois de suite, un bébé tout mignon et qui s'apaise, ben aussi ça permet aux parents de dire oh bon bah c'est pas grave, hein, on va continuer. Et c'est ça qu'on va venir soutenir. Et des fois il y a des bébés, ben effectivement au départ ça peut être un peu compliqué et avec des soins adaptés ils vont développer leurs compétences d'éducation et d'échange et puis aussi de motricité. Donc c'est ça on va regarder et on peut le voir de tout petit. Des fois, des gens s'étonnent parce que je suis pédopsychiatre du coup en périnat et on me demande mais qu'est-ce que tu fais avec les bébés? Et ils ont plein de choses à me dire. Et des fois, c'est eux qui nous disent qu'il y a peut-être des soucis aussi à la maison. Puis maintenant, on les filme beaucoup aussi. Ça se développe et de très tôt. Et bien encore, Donc ça, on peut aussi encore très très longtemps. encore un grand merci pour tous ces éléments. C'était vraiment super enrichissant. Et on a bien vu l'importance d'accompagner le couple parental dans son intégralité et de faire confiance aux compétences du bébé pour accompagner cette période de la périnatalité. Donc merci à nos deux intervenantes et puis merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre chaîne YouTube et puis n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux pour suivre toute l'actualité Génopsy. On vous propose de nous retrouver le 18 juin pour le prochain webinaire qui portera avec professeur Caroline Demilly sur les mesures de protection judiciaire dans les maladies rares. Merci encore et bonne journée.